Bonsoir Christelle, vous allez nous parler ce soir de géodésie. La géodésie, c'est l'étude de l'évolution de la forme de la Terre. On peut mesurer ses déformations, son champ de gravité, sa rotation, et on va vraiment s'intéresser à aller mesurer ce qui fait bouger la Terre, ce qui la déforme. C'est vrai que généralement, quand on pense à des observations de géodésie, on pense à ce qui a fait la géodésie, c'est-à-dire principalement les déformations tectoniques. Au début, quand on a voulu mesurer les vitesses des plaques, c'était pour comprendre la tectonique des plaques. Et donc, on a commencé avec un petit peu l'avènement des satellites à penser à des méthodes pour mesurer les vitesses de plaques et donc la tectonique des plaques. Aujourd'hui, maintenant qu'on s'intéresse aussi à d'autres plus petits signaux, on les appelle des signaux non tectoniques. Donc ça inclut l'hydrologie et c'est ce que moi je fais en particulier. Je m'intéresse à des processus qui sont liés aux redistributions des masses d'eau, que ça inclut l'océan, l'atmosphère, l'hydrologie, les lacs, les rivières et puis la glace, bien sûr. Il faut imaginer vraiment que la Terre, c'est une sorte de trampoline géant, hein. On va appuyer dessus avec des masses d'eau, donc par exemple de façon saisonnière. On peut redistribuer l'eau, par exemple, de fonte des glaciers qui se fait de façon saisonnière dans le reste de l'océan, et ça va déformer la Terre. Donc on a vraiment des masses qui se redistribuent à la surface de la Terre et qui vont déformer la Terre, un peu comme un trampoline géant. On essaye vraiment de comprendre les déformations associées à ces redistributions de masse d'eau. On essaye de les mesurer et de les comprendre à travers des modèles physiques. Comment on mesure les redistributions de ces masses d'eau? Et donc on le fait avec deux missions qui pour moi sont assez révolutionnaires. Donc c'est GRACE pour Gravity Recovery and Climate Experiment et sa mission, disons petite sœur, GRACE Follow-on, dont la première a été lancée en fait en 2002. Ces missions sont assez belles parce qu'elles sont très simples par leur conception. On a deux satellites qui se déplacent, ils se suivent sur la même orbite. Et ce qui se passe, c'est qu'on va mesurer de façon très très précise la distance entre ces deux satellites. Ils sont séparés par une distance qui fait à peu près 200 km. Et on mesure très précisément, et quand je dis très précisément, c'est avec une précision de l'ordre de la taille d'un cheveu, hein, on fait ça par interférométrie laser. Cette mesure de distance qui va nous servir à remonter aux variations des masses. Alors pourquoi? Parce que comme vous voyez sur le petit dessin là, quand les satellites avancent et survolent ce qu'on appelle une anomalie de masse, donc là par exemple la petite montagne avec le glacier, comme le premier satellite va arriver, il va être attiré par cette montagne et donc son orbite va changer et la distance entre les deux satellites va évoluer. Et puis après, il suit son cours et puis il va progressivement sortir du champ d'attraction de cette montagne. Et la distance entre les deux satellites, le deuxième étant ensuite lui-même attiré par cette masse, la distance va changer. Et si on mesure cette évolution de la distance et qu'on repasse régulièrement au-dessus des mêmes cibles, en fait, on arrive à remonter aux variations de masse à la surface de la Terre, dans l'espace et dans le temps. Et c'est grâce à ces deux petits satellites qui sont à droite, là vous voyez, ils font à peu près la taille d'une petite voiture, c'est très précis. Un exemple de ce qu'on arrive à mesurer. Vous avez une carte qui bouge dans le temps, hein. Il y a eu une carte tous les mois, là, entre 2002 et 2023. Ce qu'on montre ici, c'est l'amplitude des variations du champ de gravité qu'on exprime en hauteur d'eau équivalente, c'est-à-dire c'est l'anomalie de la colonne de masse d'eau qu'il faudrait pour expliquer les variations du champ de gravité qu'on voit. Ce que vous voyez, c'est que les masses à la surface de la Terre, elles bougent beaucoup. Et elles bougent dans des endroits qui sont assez connus et qu'on peut identifier assez facilement. Vous voyez le Groenland s'allumer, on perd beaucoup de masse, hein. Plus on est bleu, plus on perd de la masse d'eau. On voit aussi le bassin amazonien, par exemple, dont l'hydrologie varie beaucoup, avec des phénomènes de pluie assez intenses. On voit des variations dans les grands glaciers, hein, par exemple en Alaska. Quelque chose qu'on peut noter aussi, c'est que plus le temps passe, plus l'océan devient jaune, ça veut dire qu'il gagne de la masse. Et en fait, c'est l'augmentation de la masse de l'océan qui est principalement due à la fonte des calottes et des glaciers. Sur la carte précédente, on voyait que la Californie s'allumait en bleu, elle perdait de la masse. Et en fait, la Californie est connue pour avoir des grands aquifères. Et donc, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour ces aquifères. Ce que vous voyez là, c'est l'exemple d'un aquifère. L'aquifère, il faut le voir un peu comme une grosse éponge qui va gonfler lorsque l'eau va être rechargée par les pluies, par les fontes de glace, etc. Et puis qui va un petit peu se comprimer au fur et à mesure que l'eau s'assèche ou qu'on pompe l'eau dans les aquifères, ce qui est le cas en tout cas pour la Californie, puisque c'est une région fortement agricole, hein, dans ce qu'on appelle des aquifères de la vallée centrale. Et donc ça peut bien se passer si on est dans ce qu'on appelle un régime de déformation poroélastique, c'est-à-dire que
tout ce qu'on va pomper va être naturellement rechargé par l'eau de fonte, par les pluies, etc. On part d'une éponge qui est gorgée d'eau, on pompe et puis on va la recharger, elle va revenir à son état initial. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a une exploitation durable de ce genre d'éponge d'aquifère. Maintenant, si on pompe trop vite, trop longtemps, on n'a plus assez d'eau dans les pores pour soutenir les pores. Et donc les pores vont commencer à s'effondrer. C'est ce qu'on appelle une déformation inélastique et elle crée un endommagement permanent de nos aquifères et donc de notre capacité à stocker de l'eau par la suite, puisque au fur et à mesure, on va écraser les aquifères et en fait, on ne pourra plus recharger d'eau. Avec ça viennent plein d'autres problèmes, comme par exemple les inondations, hein. Moins on a d'espace dans les pores, plus on a déformé de façon inélastique, moins on va pouvoir faire infiltrer de l'eau de pluie, par exemple. On a de l'agriculture très variée, mais des oranges, des amandes, des pistaches, du riz, des choses qui coûtent cher, qui consomment beaucoup d'eau. Et c'est dans cette zone qu'on le fait parce qu'il y a des grands aquifères qui permettent de puiser de l'eau quand on est en période de sécheresse notamment. Et la Californie est bien sûr sujette au changement climatique avec beaucoup de variations de température et d'indices de sécheresse, hein. Il y a des grandes périodes de sécheresse qui durent plusieurs années. Et du coup, cet aquifère devient un petit peu en danger puisqu'il est très exploité alors que la recharge par les précipitations, la fonte des glaces se fait assez peu. Je vous montre juste cet exemple parce que c'est un des plus connus. Justement, j'ai décidé de vous montrer l'exemple de la Californie là du sud, c'est l'image qui est à gauche, et de l'importance de la géodésie et des mesures longues, des séries temporelles longues de mesures. Donc ce que vous voyez, c'est un monsieur qui est à côté d'un poteau qui se trouve dans le sud de la vallée centrale, là, vers pas très loin de Los Angeles, on va dire. Ce que vous voyez, c'est les hauteurs par technique de géodésie en 1925, tout en haut, et en 1955, puis en 1977, quand ce monsieur fait la photo. Ce sont les hauteurs du sol qu'on a compactées entre 1925 et 1977, vous voyez, d'une dizaine de mètres, par compaction de l'aquifère après pompage pour l'agriculture. Et c'est probablement l'exemple le plus impressionnant, je pense, de ce genre de déformation. À partir de plusieurs techniques, par exemple l'interférométrie radar, qui nous permet d'avoir des images denses ou très, très spatialement résolues dans certains endroits, ou à travers le GNSS, donc ça c'est une technique avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, donc qui est un peu comme le positionnement précis qu'on a sur nos téléphones, mais encore plus précis, hein. Nous, on arrive à mesurer des choses au millimètre, et ces stations, elles sont partout sur Terre, et elles nous permettent de mesurer les grandes déformations tectoniques, et du coup maintenant aussi non tectoniques. On s'intéresse aux déformations inélastiques. Donc dans la carte du milieu, vous avez les déformations inélastiques entre 2016 et 2021. Donc ce qu'on regarde, c'est la subsidence du sol, hein, en centimètres par an. Donc on regarde un petit peu ce qui bouge. Donc vous voyez qu'entre 2016 et 2021, il ne se passe pas grand-chose. Et puis après une énième période de sécheresse où on a vraiment sollicité beaucoup l'aquifère. Entre 2021 et 2022, là, on a des déformations importantes qui sont en rouge dans la carte de droite, qui vous montrent qu'une grande partie de l'aquifère est en train de se compacter très vite, avec des vitesses qui peuvent atteindre 60 cm par an, donc c'est pas rien. Et ça, tout ce qu'on perd là, c'est de l'endommagement permanent, et donc ça veut dire qu'on perd de notre capacité de stockage d'eau, et que donc ça, pour l'exploitation durable des aquifères, c'est un problème. Ça, c'est une carte pour la vision spatiale, mais vous avez un exemple des séries temporelles, donc c'est l'évolution dans le temps de la déformation. Et vous voyez qu'à partir de 2021, il se passe des choses dans certaines régions, et le sol, en fait, s'affaisse très vite. Et la transition est très abrupte. Donc, à travers ce travail, c'est vraiment ça qu'on essaye de traquer, hein, avec nos observations spatiales. C'est le moment où en fait on passe un point de non-retour pour essayer d'apporter des informations chiffrées aux politiques publiques qui, elles, prennent des décisions sur l'exploitation. Et là, du coup, c'est un exemple. C'était pour vous confirmer que c'est pas une erreur de nos mesures. Là, vous avez un exemple de photo à gauche de la vallée de Sacramento, donc, qui est très exploitée. Donc ici, c'est beaucoup des rizières, hein, et des champs variés. Donc vous avez une image en septembre 2021 et vous avez la même image en septembre 2022. En fait, la sécheresse a été telle qu'on n'a même pas réussi à pomper suffisamment d'eau suffisamment rapidement pour pouvoir maintenir les champs. Et donc c'est une vraie question de comment on avance pour essayer de créer des politiques publiques qui nous permettent d'exploiter l'eau de façon durable, d'adapter éventuellement les cultures, etc.
Avec ce qu'on sait là, il y a quand même des déformations importantes qui peuvent jouer un rôle dans l'activation ou la réactivation de certaines failles. Et donc, on peut se poser la question de ce qui se passe pour les failles quand on a des charges climatiques qui vont venir appuyer sur la surface du sol. Et du coup, les stations GPS que vous voyez là, elles vont enregistrer la déformation. Et si on a une faille qui est dans le champ, je dirais, de cette charge climatique, elle va avoir des variations de contraintes, de force sur les plaques, sur son interface. Et donc ça peut déclencher ou plutôt peut-être moduler l'activité sismique de la faille. Et du coup, il y a eu des études très intéressantes sur ce sujet, notamment je pense à celle d'un chercheur du CEA, Laurent Bollinger, en 2007, qui montrait qu'il y avait des saisons de tremblements de terre en Himalaya, avec plus de tremblements de terre en hiver qu'en été. Pourquoi? Parce que quand la plaque indienne passe sous la plaque Eurasie, en fait, en été, quand on a le phénomène de mousson, on a un poids tellement énorme sur la surface de la Terre que la plaque, en apparence, va moins vite. Elle est plus collée, on va dire, et elle avance moins vite. Donc, on a moins de friction, moins de tremblements de terre. Là, je parle des microséismes. En hiver, lorsqu'on n'a plus de charge hydrologique, on va un petit peu plus vite et on a un petit peu plus de tremblements de terre. Ce qu'on fait, nous, c'est quelque chose qui m'avait fasciné à l'époque, puisque le fait que le climat puisse moduler la sismicité, c'est assez étonnant. C'est quelque chose qui est, encore une fois, quelque chose de non tectonique qui m'intéresse. Donc, on s'est intéressé à plusieurs régions dans le monde où on pouvait essayer de vérifier cette hypothèse, notamment des régions où il se passe pas grand-chose d'autre. On est allé voir, et c'est le petit schéma que vous avez à gauche, là, on est allé voir dans la région du Nouveau-Madrid, dans la région du Mississippi. Dans cet endroit, en fait, il n'y a pas de déformation tectonique. Tous les GPS montrent 0 vitesse. Rien ne bouge, à part l'hydrologie. Et on s'est aperçu que dans cet endroit, en fait, la microsismicité était modulée par les saisons et notamment par la charge importante du Mississippi lors des saisons de pluie. Et on avait plus de tremblements de terre, à peu près pour toutes les magnitudes, dans la saison en fait où on n'avait pas de pluie, encore une fois. Ce lien entre sismicité et charge climatique, c'est quelque chose qu'on regarde à la fois dans les données, on fait des modèles théoriques aussi, et puis bien sûr, on essaye de regarder en laboratoire aussi. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre aptitude et votre facilité à communiquer. Merci à vous. Et un grand merci d'avoir pris ce temps-là pour Ah oui, les gens de vraiment, la hein. chaîne. Ouais. Oh, Vraiment. c'était avec plaisir. Merci pour cette invitation.